Chers amis, bonjour. Je suis professeur Benazouz, pneumophysiologue à l'Université de Laval. On va voir une petite vidéo sur l'élaboration d'un questionnaire d'études scientifiques et on va voir tout ce qui est ce qu'on appelle généralement la saisie des données. Tout ce qui est en rapport avec transformer des données cliniques, épidémiologiques dans la nature en données euh, sur un logiciel exploitable, analysable. D'accord? Donc, comment passer de cette phase à cette phase et j'espère que ce sera intéressant pour tout le monde. Donc, à quoi ça va servir ce questionnaire? Donc, c'est un outil de communication entre vous, la population, les sujets de votre étude et même toutes les personnes impliquées dans l'étude. Donc, ça va être les investigateurs, ça va être les techniciens d'analyse, les épidémiologues, et à la fin, ça va être les personnes qui vont lire votre travail si vous publiez un article ou un mémoire. Donc, le questionnaire, c'est un outil de mesure et de communication qui va nous répondre, qui va avoir comme intérêt principal de répondre à l'objectif principal de l'étude. Et on va voir ça. Donc, c'est un outil de communication, comme on a dit, qui va nous accompagner durant plusieurs étapes. Euh, il va commencer par le commanditaire de l'étude, celui qui veut faire l'étude. Euh, S'il y a un expert, s'il y a un superviseur, ça, c'est un outil qui va unifier le travail et qui va éviter qu'on travaille anarchiquement. D'accord? Donc, on va travailler de manière précise, mathématique, grâce à notre questionnaire, ou généralement, on préfère dire le, le, le- la fiche de recueil. Donc, pour élaborer un questionnaire, on va passer grosso modo par quatre étapes. Bien sûr, on va définir les objectifs de notre étude d'abord. Après, on va voir les informations qui sont nécessaires pour répondre à ces objectifs. Après, on va répartir ces informations en plusieurs sections, principales sections, et après, dans chaque section, on va rédiger des questions précises qu'il faudra répondre. Donc, l'objectif principal, c'est le cœur de l'étude, c'est la base de l'étude, c'est le titre de l'étude, généralement, il suit l'objectif principal. C'est selon l'objectif principal qu'on va architecturer, on va construire notre étude. Si on cherche comme objectif principal la fréquence d'une maladie, ça va être une étude d'incidence ou de prévalence, ça va être construit de façon que ce soit une étude d'incidence ou de prévalence. Si on veut voir les facteurs de risque d'une maladie, on va construire une maladie exposée, non exposée, et ça va être une étude de cohorte prolongée dans le temps. On peut faire étude cas témoins, c'est des malades non malades, et on va essayer de rechercher les facteurs de risque, comme on peut faire un essai thérapeutique pour tester des traitements, leur efficacité et les comparer, soit avec des placebos, soit avec d'autres traitements. Et il y a d'autres types d'études, bien sûr, mais donc tout ça, ça va suivre l'objectif principal qui est le cœur de l'étude. En deuxième étape, on va essayer de, 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 de décider quelles sont les variables et quelles sont les informations dont on a besoin. D'accord? Et on va essayer d'identifier les moyens à mettre en œuvre afin d'établir la liste des informations nécessaires pour atteindre notre objectif et répondre aux différentes questions de l'étude. Donc, si on veut faire une étude qui veut rechercher les facteurs de risque d'une maladie, par exemple ostéoporose post-ménopausique, il faut déjà avoir une liste précise pour essayer de rechercher le rapport entre ces facteurs et la survenue de la maladie. Si on n'a pas une liste préalable faite pour rechercher facteur par facteur, bien sûr, on ne peut pas atteindre notre objectif. Et
Aussi, il faut pas mettre une liste infinie, d'accord? Il faudra se limiter aux informations nécessaires pour notre objectif. Donc, comment faire cet équilibre? Il y a plusieurs méthodes. Soit on fait une bonne revue de la littérature pour s'orienter sur les facteurs de risque connus et les facteurs de risque douteux, d'accord? Et on va rechercher tous. Soit on va faire une préétude, d'accord? Une préétude limitée avec quelques malades. On va essayer de limiter la liste des variables à étudier. C'est parce que c'est la seule façon de trouver l'équilibre, d'accord? On va le voir, le but, c'est de faire un questionnaire ou une fiche de recueil avec un équilibre, pas beaucoup trop de variables, parce que c'est vraiment un problème, et pas une liste trop courte. On passe à l'étape suivante, c'est la définition des principales sections du questionnaire. Ces sections, elles ne sont pas absolues, d'accord? Vous allez apprendre les sections de base, mais après, avec le temps, vous allez changer, d'accord? Vous allez faire ce qui vous arrange, ce qui arrange votre étude. Mais il faut connaître la façon de base, comment on fait un questionnaire. Donc, généralement, on a l'introduction, l'identification, pardon, du sujet, les critères d'éligibilité, et après, on passe aux questions. Pour l'introduction, donc généralement ça inclut le nom de l'étude, s'il y a plusieurs investigateurs, le nom de l'investigateur. Nous, on faisait des études, on met un code pour l'investigateur. C'est avec ce code, je peux savoir si c'est quel centre et quel point de consultation et ils sont en identification. Donc on peut varier la date de l'inclusion du sujet. D'accord? Donc ça peut varier, pas obligé de faire ça. Là, c'est une étude, c'était un essai clinique, donc avec signature et tout. Après, identification du sujet, son nom, prénom, adresse, des sujets, des données sociales pour identifier le sujet. Là aussi, c'est juste un exemple. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça dans vos études. C'est juste pour vous informer. Après, on dit généralement que c'est préférable de mettre les critères d'éligibilité avant de commencer les questions proprement dit, les variables proprement dit de l'étude. C'est pour ne pas perdre le temps et c'est pour vraiment être sûr que le malade il est éligible. Imaginez si vous passez plusieurs sujets, vous le remplissez le questionnaire et c'est à la fin du questionnaire que vous remarquez qu'ils ne sont pas éligibles, qui doivent être retirés de l'étude et qu'on va perdre du temps pour rien. Et après, on va passer aux questions proprement dites de l'étude. C'est les questions qui sont en recherche directe avec l'objectif de notre étude. Et comment on va les classer? C'est vraiment tout un art. C'est vraiment ce qu'on va détailler aujourd'hui. Là, c'est un exemple. Les antécédents, ça c'est une étude sur les nouveau-nés et sur les caractéristiques bucco-dentaires. Euh, c'est juste un exemple. Donc, on a fait nos différentes étapes et maintenant, on va détailler la rédaction des questions proprement dit. Chaque question est un outil de communication. C'est grâce à cette question qu'on va parler avec le sujet et parfois sans que vous ayez besoin d'être présent sur le terrain. D'accord? Il faut que la question soit bien précise, bien définie pour euh, pour minimiser les biais et les erreurs dans vos... Bon, comment rédiger les questions de chaque section? On va voir quelques exemples. Bon, on a vu déjà cet exemple, l'introduction. On met le titre de l'étude, l'objet de l'enquête et les informations générales, donc la date, le lieu, l'investigateur. Et donc là, je vous ai dit qu'il fallait une signature parce que c'est une règle dans les essais cliniques. Donc ça, c'est vraiment le titre parfait, l'introduction parfaite, mais on n'est pas vraiment de prendre autant de place et autant de variables. Je vous donne cet exemple, c'est une étude qu'on a fait à l'Harvard. Et donc vous voyez en rouge la partie réservée à l'introduction. Et oui, c'était vraiment deux éléments, le numéro de la fiche, la date du questionnaire, le titre de l'étude, bien sûr, mais sinon il n'y avait qu'un seul investigateur. Et donc ça ne servait à rien de remettre le nom d'investigateur, on ne voulait pas
prendre trop de place et trop de temps. D'accord? Il fallait vraiment choisir les éléments à inclure. Après, pour la partie identification, le nom du sujet, le sexe, la date de naissance, lieu de naissance, adresse, téléphone, état civil, c'était des choix fermés. Et après, pour l'éligibilité, donc vous voyez, le consentement. On n'a pas mis un chapitre, on a nommé éligibilité. D'accord? Donc, c'était là le consentement. Il fallait cocher que c'était un patient consentant. Et comme c'était une étude sur les chauffeurs routiers, on avait mis une case pour confirmer la profession. Et là, on a fait une redondance, une répétition. Donc, c'est l'année d'obtention du permis poids lourd. Donc, parfois, pour certaines variables très importantes, il est conseillé de reposer la question ou de redoubler la variable. Pas obligé que ça soit au même endroit. Donc, préférable, il faut que ça soit un peu séparé pour confirmer l'information avec les sujets, d'accord, sur certaines variables. Donc là, on a mis un double. Donc la profession, donc il fallait qu'on confirme que c'était un chauffeur routier poids lourd. Et là, année d'obtention du permis poids lourd, ça rentrait en même temps dans l'éligibilité et en même temps, c'est des variables à analyser après l'ancienneté, d'accord. Les caractères du poste de travail, il y avait d'autres variables, mais je vous ai mis ça comme exemple. Un autre exemple, c'est cette étude, l'étude ATIL, c'était l'étude du traitement inhalatoire, c'est une étude nationale. Bon, là, c'est une étude un peu particulière, on a travaillé avec les privés et on avait fait la fiche de recueil, c'était une seule page, A4, et la page A4 incluait 5 sujets, 5 patients. D'accord? Donc chaque colonne, c'est pour un patient. Donc on avait travaillé avec les privés, donc ils ont demandé à ce que ça soit facile à remplir, ça prend pas trop de temps. Et donc le fait de mettre une seule page, ils vont pas inverser les papiers, changer de papier, les agrafes, d'accord. Donc une seule page, 5 malades, c'était pour accélérer et faciliter la saisie des données. C'était particulier, c'était une expérience qu'on a fait et je suis fier de ce travail qui a été fait l'année passée. C'était particulier, d'accord? Donc, il faut pas faire ça à chaque fois, de préférence faire chaque sujet dans la fiche de recueil, sa fiche de recueil, préférable 1 ou 2 pages, pas obligé que ce soit une seule page, mais là, c'était particulier. Et donc, on a la partie introduction, le titre de l'étude, on a même mis, comme c'était une étude, je vous ai dit, on a fait avec les privés, on n'a pas fait de guide du questionnaire. Pour l'étude qu'on vient de voir avant, il y avait un guide du questionnaire, donc chaque variable était définie définition de la variable, comment la mesurer, comment la prendre. Et donc là, on n'a pas mis de guide du questionnaire, mais pour les variables un petit peu douteuses, on a mis un petit guide ici pour définir niveau d'instruction, 1 analphabète, 2 niveau primaire, 3 niveau collège et lycée et 4 niveau universitaire. Donc on avait un petit guide en même temps dans le questionnaire. C'était particulier, c'était comme ça. Donc là, c'est la partie introduction, numéro de la fiche, numéro du sujet, la date, puisque c'était la même date pour la même fiche, le code du médecin. Donc on avait mis des codes pour les médecins et un code pour le lieu, parce que là, on a mis c'était une étude nationale sur 7 wilayas. Après, le nom du sujet ou initial, on avait mis que les initiales, puisqu'il y avait un problème de... c'était avec le privé, donc il fallait travailler comme ça. Et après, donc là, c'est la partie identification du sujet, c'est juste une partie. Et là, on commence les questions proprement dit, avant d'arriver à la question d'éligibilité. D'accord? C'est une étude sur les traitements inhalatoires, indication des traitements inhalatoires. On n'a pas mis au début, parce que le plus important dans un questionnaire, c'est qu'il soit facile à remplir devant un malade. D'accord? Donc, et par expérience, je vous dis que par expérience, il faut que le questionnaire soit rempli comme on vous a appris en sémiologie, interrogatoire, anamnèse, les antécédents, l'histoire de la maladie, l'examen du jour. D'accord? Il faut que le questionnaire soit logique. Je vous donne un autre exemple pour que vous me compreniez. Donc, éviter de poser des questions trop personnelles, oui. Donc là, ça va être donc, il faut éviter de poser des questions personnelles au départ, pour éviter de bloquer le sujet. Il faut lui laisser le temps qu'il vous connaisse, qu'il sache
un petit peu quels sont les types de questions que vous allez poser avant de passer aux questions personnelles. Je vous donne l'exemple de l'étude des chauffeurs routiers à Rouen. Et donc, c'était une étude où on va s'intéresser sur la somnolence des sujets. Est-ce qu'il y en a ceux qui connaissent au go? Et donc, les questions sur les somnolences, vous voyez, on était arrivé jusqu'à la 93e question pour poser des questions sur la somnolence. On n'a pas voulu poser ces questions jusqu'à vraiment où le sujet il était à l'aise avec l'investigateur pour poser ce genre de questions. Une autre partie que je voulais vous montrer, les données morphologiques, le poids, la taille, l'IMC, le tour du cou, le périmètre abdominal. Donc là, ça faisait partie, il n'y avait pas d'examen physique dans cette étude, mais il y avait uniquement la prise des données morphologiques. Et donc on a mis les données morphologiques après l'interrogatoire. On est arrivé jusqu'à la 102e question pour que au début on les a mis au début juste après les informations du sujet, mais on a remarqué quand on a fait le test que l'investigateur pose des questions, il pose votre nom, qu'est-ce que tu travailles, après il se lève, il le pèse, il prend son tour du cou, après il se réassoit, il va lui reposer des questions sur sa symptomatologie, et donc on a trouvé que c'était illogique. Le flow de l'examen, il était interrompu par les données morphologiques, donc on les a mis en bas. Quand on a posé complètement nos questions, on se lève et on prend les données morphologiques. Une autre anecdote, c'est que on a fini par de faire un bon examen physique au sujet, parce que les sujets c'était des chauffeurs, ils sont venus voir un médecin. Donc si on leur dit on prend juste votre poids et votre taille, sans faire une auscultation, sans faire une bonne auscultation cardiaque, auscultation respiratoire, une bonne palpation abdominale, ils sont pas satisfaits. D'accord? Donc pourquoi ils vont participer à l'étude? Donc, on les examinait, même si ça faisait pas partie du questionnaire. Pour les questions proprement dit, il y a plusieurs façons de poser vos questions. Euh, mais en général, on préfère les questions fermées, où il faut cocher oui, non, une fois par an, deux fois par an, plus de deux fois par an. Vous avez vu des exemples tout à l'heure, sexe masculin, sexe féminin. Euh, bon, il y a des façons où on peut, par exemple, entourer, s'il y a des antécédents HTA, diabète, on peut entourer avec le stylo HTA. Et ne pas entourer, ça fait, il n'y a pas d'HTA. Mais il faut de préférence mettre oui ou non parce que ça a une valeur épidémiologique. Parce que si vous cochez ni oui ni non, ça veut dire que vous n'avez pas posé la question. D'accord? Donc, c'est pour ça on préfère oui, non. Parce que ni oui ni non, ça a une autre valeur. Donc, si vous utilisez la méthode d'entourer la variable avec du stylo, euh, ça, c'est moins précis. C'est moins précis. Et après, on a des variables ouvertes, bien sûr. Donc, alors, section, ne pas hésiter à rechercher les redondances, on en a parlé, de répéter quelques questions, pas toutes les questions. Les questions très importantes, on peut les répéter. Alors, donc, on a des questions libres, ouvertes. Seul l'énoncé de la question est donné. Donc, on lui pose une question, quels sont vos antécédents? C'est lui qui va nous donner ses antécédents. Donc, c'est très difficile à analyser après de mettre ça dans un tableau Excel ou SPSS et analyser ces données, de mettre ça dans un travail de recherche. C'est vrai que c'est des réponses spontanées qui ne sont pas influencées par l'enquêteur, mais euh, c'est vraiment, ça limite notre travail après. Après, on a les questions fermées. Euh, Toutes les questions possibles ont été préétablies et précodifiées. Et donc là, on va lui proposer, on va cocher oui ou non, ou bien on va lui donner plusieurs propositions. C'est des réponses données et enregistrées rapidement, précision des données, codification facile, pour ne pas dire codification possible, parce que pour les ouvertes, c'est quasiment impossible, d'accord? Pour codifier des questions ouvertes, faut avoir un personnel très compétent qui prend des mois et des mois pour reprendre les données ouvertes en codifiant ça. Et vous n'avez pas le temps, donc il faut favoriser les questions à choix fermé. Une analyse facile. Donc là, ça c'est un questionnaire, c'est une étude qu'on a fait il y a 3 ans à la Harvard. Vous voyez, donc là, identification, tac, tac, nom du téléphone, profession. Et après, pour les antécédents,
on a pris les plus importants, les plus fréquents. C'est une étude faite sur le personnel de l'hôpital. Donc on coche oui ou non. Et si autre antécédent, on peut rajouter. D'accord? Antécédent Gigot, oui ou non? Si oui, quel type? Donc là, si oui, c'est semi-ouvert. D'accord? Euh, donc, donc on a les fermées, ouvertes, par exemple ici, profession, et semi-ouverte. Donc là, si prise de médicament, quel médicament? C'est semi-ouvert. Un autre exemple, donc pour l'étude a-t-il des traitements inhalatoires? Donc là, on n'a pas mis oui ou non, mais on a mis oui et non, on a mis un slash. On a mis un slash équivaut à un non. C'est là aussi, ça a été fait pour faciliter la saisie, pour que le médecin n'écrit pas non, 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 non. Donc il fait juste avec les stylos un slash, un slash, un slash. Ça veut dire qu'il a posé la question et qu'il n'y a pas cette notion. S'il met pas son slash, c'est qu'il n'a pas posé la question. D'accord? Et là, on a laissé les autres comorbidités qui n'ont pas été proposées. Donc, on a mis uniquement HTA, cardiopathie, diabète, rhinite, atopie familiale. Et autres comorbidités, on a laissé un petit espace. Et il faut faire attention, il faut laisser suffisamment d'espace. Mais je vous ai dit, ça, c'est une étude particulière. Je vous déconseille de refaire ça tel quel, de faire des fiches aussi condensées que ça. Mais là, c'était une étude particulière. On a travaillé avec une vingtaine de médecins. La moitié, c'était des privés. Et donc, on a fait une fiche de recueil un peu condensée. Et donc, indication du traitement aléatoire, il va le mentionner asthme, BPCO, tout ou autre. Donc, quand il mentionne au stylo, acceptance de la maladie, il va mentionner un 2 3. Donc, c'est fermé. Spirométrie, oui ou non, fermé. Et donc là, on cherchait combien de sujets allaient refuser le traitement inhalé. Et on cherchait pourquoi ils vont refuser ce traitement inhalé. On a fait une préétude. Et pour les causes de refus, on a fait quelques propositions. Peur des effets secondaires justifiés, peur des effets secondaires non justifiés, peur de dépendance et peur de stigmatisation. Donc ça, c'était les causes qu'on avait trouvées étant les plus fréquentes dans notre préétude. Et après, on a laissé semi-ouverte, on a mis autre. Donc si on va trouver sur quelques sujets des variables qui vont se répéter, après pour l'analyse, on va l'inclure comme étant une nouvelle variable. D'accord? Mais on a laissé semi-ouvert. Un autre exemple. Donc là, c'est un exemple de ce qu'on attend de vous. Normalement, c'est ça une fiche de recueil. C'est pas comme a-t-il où c'est vraiment condensé. Là, c'est l'étude des conducteurs à la droite où il y a l'espace, il y a les antécédents les plus fréquents qui sont tous cités, bien définis. Il y avait un guide de questionnaire pour chaque pathologie. On a défini chaque pathologie. Qu'est-ce que ça veut dire rhinite allergique? Qu'est-ce que ça veut dire congestion nasale? Qu'est-ce que ça veut dire glaucome? Encore, on a défini chaque variable est numérotée. Comme vous voyez pour Attila, on n'a pas numéroté les variables. C'était particulier. Mais là, c'est ce qu'on attend de vous. Il y a de l'espace pour écrire. Les médicaments les plus fréquents sont cités pour que, après, l'analyse, mais, c'était tout un travail. Ça prenait plus d'une demi-heure à questionner le sujet. L'idéal, c'est de trouver un équilibre, de ne pas trop détailler, mais de ne pas trop résumer. D'accord? C'est un équilibre à trouver. Donc voici le guide du questionnaire. C'est pas le questionnaire, vous voyez, guide d'utilisation du questionnaire. Il faut savoir que dans la rédaction du protocole d'étude, normalement, vous définissez chaque variable dans le protocole, dans matériel et méthode. Mais parfois, ça prend de la place, donc on ne définit pas on ne le fait pas, on fait juste grosso modo. Donc le guide du questionnaire, il permet vraiment de bien définir les variables. Je dis pas que vous êtes obligé de le faire, mais non, si vous faites un travail propre, de haute qualité, il faut définir les variables. Là, vous voyez, chaque variable a été définie, comment la remplir, le nom en lettres majuscules, la date, comment la saisir. Par exemple, je vous ai dit, la rhinite, ça a été défini, qu'est-ce qu'on retient comme rhinite et on retient comme congestion nasale. Donc, ça, c'est un travail vraiment de haute qualité. Bon, les questions semi-ouvertes, on a vu ça. Réponse définie comme la question fermée, mais laisse
mais laisse la possibilité de rajouter autre. D'accord? Tendance à privilégier les réponses proposées existantes plutôt que de créer la leur. Difficile à analyser quand réponse autre et complète. D'accord? Comme on a vu ici, quand le sujet remplissait ici oui ou non, mais quand il réfléchit, il a rempli autre, ça a été un peu difficile. Déjà, il remplissait même pas autre. On n'a pas eu beaucoup de remplissage. Euh, donc, les semi-ouvertes, c'est vraiment. Parfois, on est obligé. Quand vous pouvez pas mettre des antécédents sans mettre autre. D'accord? Mais préférable de bien définir les propositions. Donc, dans chaque question, elle doit être compréhensible, précise, très précise. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clairement compréhensible dès le début et non suggestive. Ça veut dire qu'on ne va pas essayer d'influencer la décision du sujet, d'accord? Et donc, c'est ça. C'est les règles de base des questions de chaque section. Éviter les doubles négations, ça veut dire les doubles négations, euh, absence, ne pas y avoir d'absence de HTA, par exemple. Donc normalement HTA, oui ou non. D'accord? Plusieurs questions en une, il faut qu'il y ait une seule question, c'est les trucs à éviter. Éviter double négation, éviter qu'il y ait plusieurs questions en une et éviter l'incitation en non-réponse. D'accord? De préférence, il faut vraiment qu'il y ait une réponse à chaque variable. S'il y a des non-réponses, c'est qu'il y a eu un échec dans la rédaction du questionnaire, s'il y a eu une erreur. D'accord? Ça peut arriver, mais c'est à éviter. Par exemple, incitation aux non-réponse, éviter de poser des questions comme ça. Quel type de drogue consommez-vous? D'accord. C'est même pas est-ce que vous consommez du cannabis, oui ou non, consommez du tabac, oui ou non, consommez de l'alcool, oui ou non. Et même pour ces variables, il y a des façons de le faire. Il faut le faire à la fin. Il faut vraiment savoir poser la question. Il faut que l'investigateur n'ait pas de reproches à faire dans le ton, dans la tonalité quand il pose la question. D'accord? Et donc, quand il faut vraiment éviter de rendre le travail difficile pour l'investigateur, sinon il va pas remplir le questionnaire. Donc il faut que ça soit facile à en compléter. Et après, pour la saisie au niveau du logiciel, il faut que ça soit facile à saisir. Donc c'est pour ça on favorise plusieurs éléments. Et on dit que normalement, en lisant votre protocole, s'il vient quelqu'un d'autre après vous, il peut refaire la même étude. Juste en lisant le protocole et juste en lisant, en appliquant votre questionnaire, normalement, il n'y a pas besoin qu'il y ait une explication orale. Normalement, tout doit être simple, précis et répétable. D'accord? Il y a des façons de faire. On a vu de favoriser la numérotation, favoriser les variables à choix fermé. Donc, je vous ai dit, préférable de faire oui ou non, pas de cocher comme ça, parce que quand il ne coche pas, peut y avoir un doute. Est-ce que la question a été posée ou bien est-ce que c'est un non? Vous pouvez le faire s'il n'y a pas de la place, si vous voulez vraiment le faire, vous pouvez faire HTA et mettre une case, ou bien vous la méthode de faire un cercle avec le stylo, mais préférable faire oui ou non, c'est la meilleure méthode. Les variables numériques, il faut définir l'ouhda. Si durée, il faut mettre jour ou mois ou heure. D'accord. Si vous demandez une date, vous devez indiquer le niveau de précision. Est-ce que c'est des jours, est-ce que c'est des dates, des mois, des années? D'accord. C'est ça, 2 jours, 2 mois, 2 ans. Et si vous laissez des variables ouvertes, vous laissez la place pour les variables ouvertes pour qu'ils ne dépassent pas avec le stylo. Vous avez vu avec l'étude à tuile, on a vraiment laissé une place limitée. C'était une erreur, mais une erreur qu'on a fait consciemment. On n'avait pas trop le choix.
On va s'arrêter ici. On a vu la structure et le contenu du questionnaire. Je vais essayer de vous faire une autre vidéo qui va inclure tout ça, définir c'est quoi le codage, c'est quoi les règles de base du codage, la mise en forme générale du questionnaire, la rédaction du guide, on va voir ça rapidement, puisque probablement il n'y aura pas beaucoup qui vont faire un guide du questionnaire, c'est vraiment un peu poussé pour vous et comment tester en gros votre questionnaire. J'attends vos questions et vos protocoles sur mon email. Comme ça, on va faire une séance. On va corriger quelques objectifs de quelques-uns de vos collègues. On va répondre à vos questions sur la partie des objectifs et on va corriger quelques questionnaires et quelques fiches de recueil pour que ce soit pratique et intéressant pour tout le monde. Et je vous remercie. Bon courage.